Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, on sait que dans le temps des fêtes, tu es venu au Québec voir des amis, voir la famille. Ça a dû être tout un choc parce que, comme tu nous as déjà dit ici sur les ondes, en France, la COVID, c'est un sujet. Ici, c'est le sujet. Oui, et je crois que ça risque de s'amplifier. C'est-à-dire, en France, moi, je suis de retour depuis quelques jours, depuis hier en fait, avant-hier, je crois, qu'importe le 2. La COVID demeure un sujet d'actualité. La question du passage du passeport sanitaire au passeport vaccinal, on en parle beaucoup. Mais il y a d'autres enjeux qui traversent l'actualité. Ce qui me frappe chez nous, c'est non seulement à quel point ça dévore l'actualité, ça asphyxie l'actualité, mais aussi à quel point on semble quelquefois s'enorgueillir. Je me rappelle M. Legault, quand il a décidé d'annoncer le nouveau le couvre-feu et ainsi de suite, on s'enorgueillit d'avoir les mesures les plus sévères contre la COVID en disant, mais regardez à quel point on est prêt à aller loin alors que les autres ailleurs vont pas aussi loin. Et on s'en fait une marque de fierté et d'orgueil. Et je ne peux m'empêcher de le dire, puis moi, je suis pas, je le précise tout de suite, je ne suis pas de ceux qui disent dictature sanitaire et puis toutes ces niaiseries-là. Je dis simplement que d'une décision pragmatique à l'autre qui s'empile, on est en train de normaliser cette idée que le contrôle social, exercé par le gouvernement, mais pas seulement, peut se justifier jusqu'à le gouvernement. Donc, ça va mal, on peut décréter au couvre-feu, on le fait quand on veut. On croit que ça va mal, eh bien, on peut décréter que les gens peuvent pas se rencontrer chez eux, donc les gens peuvent pas sortir de leur bulle familiale, on le fait si on veut. On trouve que ça va mal et on se dit, mais on décide finalement de fermer les magasins le dimanche ou de fermer les restaurants, on le fait si on veut. Donc, ce qui me frappe, c'est à quel point on a banalisé des mesures d'exception qui deviennent disponibles dès que la situation semble échapper au gouvernement, premier élément, et à quel point ça devient ubuesque ce Québec enfermé, parce que là, c'est quand même une logique d'enfermement, une logique de confinement qui ne dit pas son nom, qui s'installe, et s'ajoute à cela, et là je vois les débats sur la SAQ et la société qui vend de la marijuana, la SQDC, je crois, du cannabis, qui vend ça va être réservé aux vaccinés. Là, je me dis, bon, on est dans cette société où finalement on va réserver aux non-vaccinés le vin de dépanneur. Et ça va être sur le mode de la punition, c'est-à-dire, si tu te fais pas vacciner, tu vas boire du Harfang des Neiges, mon maudit, puis de la Budweiser. Donc, il y a quelque chose dans tout cela qui me semble à la fois, quoi qu'on en dise, ça me semble assez radical comme mesure, et ubuesque tout à la fois dans les conséquences projetées et proposées. Et à travers tout ça, j'ai l'impression qu'on perd un certain sens de l'équilibre, tellement la COVID nous obnubile, tellement elle nous dévore l'esprit. On a perdu cette idée que vivre avec l'épidémie, vivre avec le virus, c'était quand même la formule des derniers temps, ça impliquait de ne pas traiter comme quantité négligeable les libertés publiques, de ne pas traiter comme quantité négligeable les relations sociales. Et tout cela, j'ai l'impression, est en train de nous échapper. Peut-être justement parce que puisqu'on n'a que la COVID en tête, on ne tient pas en tête d'autres principes à conserver. Je l'ai dit, les relations sociales, je l'ai dit, la possibilité pour les gens de se voir, de se fréquenter, la liberté de circuler librement. Il y a quelque chose dans notre traitement de la crise qui me semble, ubuesque. OK. Est-ce que tu nous trouves moutons? J'aime pas dire du mal des Québécois, moi. Je dirais que les Québécois, en un sens, manifestent de la solidarité pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, on a quelquefois, quand on est capable de se rassembler tous ensemble pour traverser les épreuves, et ça, je dirais, sur tous les registres. C'est-à-dire, sur le plan politique, après 1800, je donne toujours cet exemple-là, mais après 1840, on a fait bloc autour du catholicisme et du conservatisme pour être capable de survivre à notre disparition programmée. Avec la Révolution tranquille, on a fait bloc autour du nationalisme pour être capable de s'émanciper. Ça n'a pas fonctionné en passant. Après l'échec référendaire, on a fait bloc, à tout le moins officiellement, dans les faits c'était plus compliqué, autour d'une forme de progressisme obligatoire. C'était une manière de défendre notre légitimité. Le mauvais côté de cette affaire-là, c'est quand on décide tous ensemble de faire bloc à travers l'épreuve, eh bien, la possibilité d'exprimer un désaccord est vite condamnée. Donc là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui critique en ce moment les mesures, qui critique le caractère exagéré des mesures, eh bien, se fait vite traiter de complotiste, se fait vite traiter d'irresponsable, se fait vite
traiter de personnes qui est indifférent à la vie des autres. Je n'ai pas l'impression que c'est ça qui est en jeu en ce moment, mais on a le reflet. C'est le mauvais côté des petites sociétés, capables de faire bloc, mais quelquefois exagérément consensuels. Mais là, je pense qu'on a traversé une étape importante, le deuxième couvre-feu. Moi, je me prends en exemple, OK? Je suis l'exemple parfait du citoyen là, qui respectait les consignes, qui les défendait dans mes chroniques. Il faut être solidaire, il faut écouter les consignes. Et là, j'avoue que je commence à décrocher. Je ne marcherai pas aux côtés de M. Malaga là, dans la rue, là, puis tout ça. Je suis pas complotiste et tout ça, mais à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Oui, bien sûr. Moi, la politique est la suivante. C'est-à-dire, moi, je respecte les règles, mais qu'on me permette de les contester démocratiquement, c'est-à-dire de les critiquer. Et quand je vois ces règles qui s'imposent chez nous, je les trouve malvenues. Je pense qu'on a tort en ce moment de revenir dans une logique du couvre-feu et du confinement. Je pense que le gouvernement fait erreur et je pense qu'on devrait être en droit de le dire et de critiquer ces mesures-là sans justement se faire transformer en conspirationniste, en complotiste ou en égoïste ou je ne sais quoi. On arrive à ce moment où la possibilité même d'exister comme société, c'est la possibilité de remettre en question des décisions que l'on juge exagérées ou même illégitimes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas respecté la loi. Évidemment, on respecte la loi. Mais on a le droit de dire que quand la loi n'a pas d'allure, mais on a le droit de le dire. Et sur le coup du couvre-feu, je pense que c'est le couvre-feu de trop. Et moi, alors, je regarde ça. En ce moment, la chance de l'attaque sur le plan politique, c'est que l'opposition est dispersée. Fondamentalement, les seuls à s'emparer de la question sanitaire, ce sont ceux qui sont enfermés dans un rôle protestataire, c'est les conservateurs d'Éric Duhaime. Et les grands partis de gouvernement, donc le Parti québécois, le Parti libéral ou QS qui cherchent à s'inscrire dans cette ligue, ne sont pas capables pour l'instant de capter le malaise autour de ça. Mais ce qui est certain, c'est que la gestion actuelle de la crise pourrait fragiliser comme jamais le gouvernement. Quand j'ai écouté M. Legault, la veille du 1er de l'an, je pense que c'était le 30, annoncer son couvre-feu, annoncer que les gens pourraient pas se voir, annoncer que les restaurants qui avaient acheté des réserves, là, désolé les gars, ça va pourrir au frigo, même si on dit qu'on va dédommager ensuite, mais ça c'est autre chose. Eh bien, je me suis dit, et puis quand M. Legault a fait l'appel au patriotisme encore une fois, en tant que les Québécois, on a traversé des crises, on en traversé une autre. Sur ce coup-là, je me suis dit pouce mais pouce égal. Je me suis dit bon, c'est assez. Là, franchement, il y a un abus de rhétorique pour le dire ainsi. Je suis pas un ennemi de M. Legault. J'ai de l'estime pour lui. Je pense que globalement, il fait ce qu'il peut. Dans la crise, tout le monde fait ce qu'il peut. C'est un bon premier ministre pour bien les choses. Mais là, il vient de l'échapper et l'échapper grave. Et moi, ce qui m'emmerde littéralement là-dedans, c'est que des mesures qui auraient dû être prises, des mesures utiles, c'est-à-dire la ventilation, les masques N95, écoute, le port du masque au début de la pandémie, serrer la vis aux travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés, etc., n'ont pas été prises. Mais pendant ce temps-là, on prend des mesures qui sont inutiles, comme le couvre-feu. Oui, puis il y a aussi, on décide de faire porter à l'ensemble de la population les décisions d'une minorité résolue de non-vaccinés. Il faut bien le dire. Emmanuel Tige-Latraverse a fait un bon papier là-dessus aujourd'hui dans le journal, en pointant le fait que quelquefois des minorités prennent en otage la vie publique dans nos sociétés. Elle appliquait cette thèse-là sur différents sujets, et notamment la COVID. C'est-à-dire, en ce moment, c'est une minorité de non-vaccinés qui prennent en otage les services de réanimation dans les hôpitaux, le système hospitalier, en fait, déborde sous la pression des non-vaccinés. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. La COVID est un virus rusé, mais toute proportion gardée, il y a une surreprésentation manifeste des non-vaccinés dans les services de réanimation, dans tout ce qui fait en sorte que l'hôpital risque de déborder ou d'éclater. Ensuite, comme je dis, faut pas être dans une logique du bouc émissaire. Pourquoi l'hôpital risque d'éclater en ce moment? C'est parce que tous les problèmes du système de santé qui s'accumulaient depuis des années et des années, il suffisait d'un choc et d'une crise pour le fragiliser. Donc là, c'est un problème de fond, ça dépasse la COVID. Donc il suffisait d'une grosse crise pour que le système risque de tomber. Mais là, on le sait depuis 2 ans maintenant. Donc là, puis je suis conscient qu'on reconstruit pas le système de santé de A à Z en l'espace de quelques mois, je l'entends. Mais la réforme de fond aurait dû s'engager pour être capable d'une manière ou de l'autre d'encaisser les vagues à répétition qui nous tombent dessus. Manifestement, ça n'a pas été fait. Et au final, la pression
gain des non-vaccinés en ce moment, c'est l'ensemble de la population qui l'endosse. Et là, plusieurs se disent, mais dans quelle mesure, jusqu'où on va tolérer ça? Jusqu'où on va tolérer ça? Puis là, c'est pour ça qu'il suffit ensuite de regarder ce qui se passe ailleurs. Le couvre-feu est une originalité québécoise en ce moment. Alors moi, j'ai pas de problème aux originalités québécoises. En Amérique du Nord, la laïcité, on est les seuls à l'avoir. Je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis pas certain, cela dit, qu'on puisse appliquer cette logique à tout, et certainement pas au couvre-feu. Et moi qui suis en France, où en ce moment la pression est, on s'entend, là, la crise existe ici aussi, là. Le variant Omicron se répand aussi, eh bien les restaurants sont encore ouverts. Il n'y a pas de couvre-feu. Je dis pas qu'il n'y aura pas de nouvelles mesures, mais pour l'instant, on a, cela dit, le masque dans la rue. Mais ce qui est un peu étrange, en échange, les Français respectent pas la règle, comme d'habitude. Mais cela dit, il y a un espace de liberté plus grand en ce moment, alors que la crise est globalement la même et le type de pression est la même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de manie, ce droit qu'on se donne d'enfermer, de confiner, de forcer les gens à rester chez eux à répétition dès que ça déborde? Je ne doute pas un instant que le premier ministre l'a fait sans aucun plaisir, il l'a fait la mort dans l'âme, il l'a fait néanmoins, il le regrette, mais il le fait néanmoins. Eh bien, je le regrette aussi, mais je suis obligé de dire que c'est une mauvaise mesure du gouvernement du Québec. Et en terminant, ça fait 2-3 jours que tu es de retour à Paris. Est-ce que tu respires mieux? Est-ce que tu sens que c'est moins lourd? Est-ce que, je sais que tu t'ennuies du Québec, c'est pour ça que tu es tenu à venir ici, mais en même temps, là-bas, tu dois te sentir soudainement avec une tonne de moins sur les épaules. C'est deux choses. De l'autre côté, on est privé de ses proches. Je t'avouerai, c'est que de toute façon, c'est le propre. Il y a certains métiers qui le permettent. On est happé par le travail et puis là, presque on paie moins les conséquences de ce régime, disons ça ainsi. Donc, mais cela dit, il y a en ce moment un sentiment de liberté plus grand en France qu'au Québec. Manifestement, quand je raconte nos mesures aux Français, ils disent, tu connais la formule, hein, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Eh bien, en ce moment, plusieurs regardent le Québec et se consolent. Je préfère quand on nous regarde qu'on nous désire. Je préfère quand on nous regarde et qu'on nous prend d'exemple. Sur le coup, qu'on nous regarde avec pitié m'énerve un peu. En tout cas, plusieurs Québécois regardent ce qui se passe en France et se désolent. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Merci. Au grand plaisir. Bye bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, il y a des journalistes du Devoir qui doivent s'étouffer en lisant leur journal ce matin parce que dans sa chronique du Devoir, justement, Jean-François Lisée te rend hommage aujourd'hui quand même. Ben, j'en étais flatté, j'ai lu ça, j'en étais honoré. Et ça fait référence au travail que je fais en France, ça fait référence à l'émission que j'anime, aux différentes émissions auxquelles je participe. Donc j'en étais tout simplement touché. Je sais pas quoi dire d'autre, sinon que je l'en remercie pour cette marque de considération, qui est d'abord une marque d'honnêteté. J'entends par là que souvent, quand on parle de nous dans les médias, c'est pas toujours exact. Hein. Et là, pour une fois qu'on dit quelque chose d'à peu près vrai, que ce soit critique ou non, puisque c'est vrai, ne serait-ce que parce que c'est vrai, je me contente de m'en réjouir. Ensuite, l'appréciation me plaît aussi, évidemment. Ben, ça nous amène justement au sujet dont tu veux discuter, parce que justement, l'équilibre des opinions dans les médias, il y a cette journaliste, donc, après 9 ans de loyaux services à la CBC, qui a claqué la porte en disant c'est un repère de woke, ce n'est plus possible de faire son métier de journaliste de façon sérieuse et rigoureuse. Qu'est-ce que tu en penses? Mais que c'est tout simplement exact et que de temps en temps, des gens quittent une boîte parce que ce n'est plus possible d'y évoluer. Dans les circonstances, de quoi parle-t-on? On parle d'une journaliste qui dit Radio-Canada, dans les faits, confond aujourd'hui l'information avec le militantisme. C'est-à-dire que globalement, on va nous dire les questions de fond, les questions sociales, les questions classiques, les questions économiques, sont toutes éclipsées par les questions qui relèvent du discours de la diversité ou de l'univers woke, des discriminations, comme on voit des discriminations partout aujourd'hui, cela dit. Donc, elle nous dit l'espèce de politiquement correct hégémonique à Radio-Canada fait en sorte qu'il n'est plus possible de faire un travail honnête d'information dans la boîte. Alors, ça ne veut pas dire, il faut dire aller au Canada anglais, où c'est beaucoup plus radical que chez nous. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bons journalistes à Radio-Canada, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font du travail honnête à Radio-Canada. Ça veut dire qu'il y a une forme d'orientation éditoriale de plus en plus marquée dans la boîte, avec ce problème très particulier. Il s'agit évidemment d'une boîte financée avec l'argent public, qui est censée non seulement faire un travail non militant, mais plus encore, s'il veut s'ouvrir à des courants de pensée, ça doit être dans une perspective pluraliste, une diversité de points de vue.
Or, manifestement, ce souci n'est pas toujours présent dans ce qu'on appelait autrefois la Grande Tour. Je fais un parallèle avec il y a quelques mois, donc en fait peut-être un an, il y avait une éditorialiste aussi responsable des pages opinion du New York Times qui avait claqué la porte, et elle se disait de gauche. Oui, elle se disait, oui, exactement, Barry Rice, elle se disait de gauche, elle se reconnaissait pas dans cette gauche-là. C'est la même chose, là. La journaliste de CBC qui est partie, c'est pas une journaliste de droite, c'est une journaliste, elle dit, moi, je suis de gauche, mais maintenant, aux yeux de mes collègues, je passe quasiment pour quelqu'un d'extrême droite. Ben, tu connais ma thèse là-dessus. On décide jamais si on est de gauche, c'est la gauche qui décide si on est avec elle. Or, sur le coup, puis celui qui aujourd'hui n'embrasse pas l'agenda woke est classé à droite. Or, le drame, c'est que pour certains à droite, on s'en fout, mais pour d'autres qui se veulent de gauche et classés à droite, c'est comme si on les condamnait aux enfers. Et ce que nous dit cette journaliste, finalement, c'est qu'elle, elle s'intéresse à quoi globalement? Elle s'intéresse aux questions sociales classiques, elle s'intéresse à la situation, appelons ça des populations fragilisées, hein, des classes sociales défavorisées, préoccupation classique de la social-démocratie. Eh bien, se préoccuper d'abord de cette question aujourd'hui suffit pour se faire marquer à droite dans l'espace public, parce que ça veut dire qu'on n'accorde pas un primat aux questions d'identité liées au multiculturalisme, au néo-féminisme, à l'idéologie woke et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas très surprenant, mais c'est néanmoins révélateur. Puis là, c'est comme quelqu'un qui a vu la bête de face, qui était présente dans la boîte et qui en ressort sinon traumatisé, à tout le moins exaspéré, et qui sent le besoin de dire sa vérité sur sa boîte, ce qui ne veut pas dire, soit dit en passant, que la boîte va changer. On a plutôt l'impression qu'une forme de corps étranger vient de s'en extraire. On verra pour la suite. Écoute, je me fais, là, pour les fins de la discussion, Mathieu, je me fais l'avocat du diable. N'est-ce pas normal que dans une boîte, quand c'est le temps d'embaucher, qui s'assemble se ressemble et que tu as tendance à embaucher des gens qui pensent comme toi? Oui, bien sûr. Mais justement, c'est pour... Alors, il y a deux choses. Il y a une différence entre une boîte privée et une boîte publique, premièrement. Le propre d'une boîte publique, c'est d'avoir le souci, je crois, parce que c'est financé par l'argent de tous, de ne pas être au service de quelque idéologie que ce soit. C'est-à-dire que ça ne peut pas être ni le nationalisme, ni le fédéralisme, ni la souveraineté, ni le Canada, ni l'esprit woke, ni le conservatisme. Ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas des biais. Il y a toujours inévitablement des biais. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des automates. Mais ce biais ne doit pas devenir la norme qui commande l'écriture du récit. J'ajouterais qu'on doit avoir toujours une conscience de ses propres biais minimalement pour être capable d'éviter de se laisser déborder par eux. Quand on est journaliste, ensuite, si on est éditorialiste ou chroniqueur, notre travail est différent. Ça consiste justement à éditorialiser, à expliciter un point de vue. Mais le journalisme devrait normalement chercher, puisqu'il ne peut pas à tout le moins éviter complètement le biais, il doit pluraliser les points de vue pour être capable d'offrir cette espèce de diversité intellectuelle. Or, c'est trop souvent la part manquante, et on le peut le dire avec une certaine tristesse, en fait, parce que les médias publics ont des moyens que d'autres n'ont pas souvent pour faire des émissions consacrées qui répondent pas à la logique du marché, mais qui peuvent néanmoins, qui sont nécessaires, des émissions littéraires, culturelles, et ainsi de suite. Des grands moyens pour avoir des correspondants partout dans le monde, c'est pas un détail non plus. Or, ce que l'on voit finalement, c'est que ce devoir, ces moyens qui devraient s'accompagner d'un sens de devoir particulièrement élevé, mais le sens de devoir se vit comme un devoir militant, se vit comme un devoir presque de prêche, un devoir de prêtre et de curé qui nous explique ce qu'on doit penser et pas penser. Et ce que nous dit cette journaliste en ayant quitté Radio-Canada, c'est tout ça. Elle ne nous dit plus, elle ne nous dit pas, mon idéologie, je ne pouvais pas en faire la promotion. Elle nous dit, je devais adhérer à un discours pour avoir le droit de faire mon travail. Eh bien là, c'est là tout le problème, cette espèce de conviction obligatoire qu'on doit non seulement adopter, mais afficher publiquement pour avoir le droit d'évoluer en société. Et pourtant, là, pour une télé publique, la mission de Radio-Canada est très claire, à montrer les deux côtés d'une médaille, et après ça, laisser les téléspectateurs juger par eux-mêmes. C'est ça, oui, bien sûr. Mais tout en sachant que par ailleurs, elle doit aussi faire la promotion de l'unité nationale et ainsi de suite, parce que ça fait partie de l'édition au Canada, ce qui est un petit problème, ça, tout en passant. Mais il y a quand même cette manie, quelquefois, quand on est à Radio-Canada, Falardeau s'en moquait souvent avec plaisir, quand elle disait, oui, on nous donne la météo de Winnipeg. Ouais, d'accord. On est au Québec, là. Mais le fait est qu'on doit donner l'illusion du grand pays. Mais au-delà de ça, tu as tout à fait raison. Le propre des médias publics, ça devrait être ce souci de diversité de point de vue. Or, ce n'est pas exclusif à Radio-Canada. La BBC, on le sait, autour de la question du Brexit,
a eu des problèmes parce qu'on s'est dit aïe, ils sont tellement militants anti-Brexit que il fallait nuancer le point de vue. Il y avait la question des humoristes présents on appellerait ça des humoristes chez nous, à la BBC, qui étaient à peu près tous orientés de la même manière. Ce débat-là est très fréquent en France aussi, autour de France Inter, autour du service public, de France Culture. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on trouve pas des bonnes émissions sur toutes ces chaînes. C'est-à-dire que ce constat, en fait, d'une orientation idéologique, d'une petite musique toujours la même un peu partout, eh bien, ça cause un véritable problème. Réaction, eh bien, de plus en plus de gens se détournent justement du service public parce qu'ils ont l'impression que ça devient un peu télépropagande. Tout à fait. D'ailleurs, Sophie Durocher, justement, écrit là-dessus dans le journal aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Au grand plaisir. Bye bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, tu veux parler de ces influenceurs qui sont allés dans le Sud et qui font beaucoup jaser. Est-ce que tu veux prendre leur défense? Non, je veux plus, non, c'est pas mon état d'esprit. Comme tout le monde, je suis frappé par leur vulgarité, je suis frappé par leur, c'est une forme c'est vraiment l'expression dégradée de la vie publique aujourd'hui. Et je regarde ça et je me dis, ce qui frappe d'abord et avant tout, c'est la vulgarité. Ensuite, c'est effectivement une forme de sentiment d'irresponsabilité, parce que autant je suis assez sévère envers les mesures, comme les mesures sanitaires, au moment où nous en sommes dans la crise, 2 ans plus tard, je ne cache pas ma sévérité envers les mesures, autant il faut pas faire semblant non plus que le virus n'existe pas. Vivre avec le virus, ça veut pas dire faire comme si le virus n'existait pas. Ça veut dire intégrer des comportements plus prudents et ainsi de suite, sans pour autant se laisser dominer par la COVID. Là où je confesse, non pas une volonté de les défendre d'aucune manière, mais une forme d'amusement sceptique, c'est que j'ai l'impression que dans la logique du bouc émissaire, on vient de trouver le nouveau bouc émissaire du moment dans la crise. Donc on se souvient, il y a eu des joueurs de karaoké, en fait des chanteurs de karaoké. Il y a eu de mémoire les voyageurs une première époque, ça c'était l'hiver passé, ceux qui allaient dans le sud, les salauds. Bon, ensuite il y a eu différentes catégories, ne me viennent pas tous à l'esprit, mais on sait qu'à différents moments de la crise, il y a eu les boucs émissaires vers lesquels on se tourne pour dire eux ils vont payer, ils vont souffrir, bon comme dirait l'autre. Alors le commandant Cadorette de RBO. Alors quoi qu'il en soit, là on est rendu au moment où c'est zigoto, c'est crétin pour la plupart, c'est Kevin qui s'appelle désormais James Edward ou ainsi de suite, qui se sont lancés dans cette espèce de frasque, eh bien, deviennent les boucs émissaires du moment. On se tourne vers eux comme s'ils incarnaient la COVID. La COVID, c'est eux désormais. Si le Québec va mal, c'est leur faute. Et là, on se dit que le besoin de défoulement collectif s'est retourné contre ces zigotos qui ne méritent ni notre admiration, ni notre estime, ni même une défense de quoi que ce soit. Mais il faut quand même se calmer. En dernière instance, ils n'incarnent pas la COVID aujourd'hui. Ils incarnent simplement leur propre bêtise. Et Dominique Moret, là, animateur à Choix Radio X à Québec, écrivait sur sa page Facebook, écoute, je le cite comme ça, là, ça se peut-tu que le gros problème, c'est pas nécessairement cette gang-là? Ça se peut-tu que ce soit le système de santé qui est tout croche depuis 35 ans? Ça se peut-tu, on peut-tu parler de ça plutôt? Il faut justement savoir de quoi on parle en ce moment. C'est-à-dire, si l'enjeu de fond, 2 ans plus tard, et je précise que c'est le même débat en France et au Québec là-dessus. L'enjeu de fond, c'est l'hôpital public. C'est le système de santé, c'est-à-dire dans quelle mesure est-il capable d'encaisser une crise. Et là, moi, je reviens toujours sur le point de départ. Personne n'aurait imaginé en janvier, février, mars 2020 l'ampleur de cette crise. Mais là, on est 2 ans plus tard. Donc moi, que pendant 6 mois, 1 an, nos autorités étaient vraiment secouées. Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis on est débordé de toutes parts. Puis le virus s'invite là où il n'est pas invité. On se rappelle la crise du CHSLD et tout ça. Il y a eu un moment, je dirais, de légitime stupéfaction devant tout ça. Mais le propre d'une situation d'urgence, c'est que ça permet quelquefois des réformes assez rapides. Ça permet des réformes plus brutales. Brutales dans le sens, on a des structures qui résistent, mais là, on impose la réforme parce que c'est nécessaire. Et la part manquante, je trouve, en ce moment, justement, c'est une réflexion de fond sur le système de santé. S'il suffit d'une vague, chaque fois, pour le déstabiliser complètement, c'est que le système n'est tout simplement plus adapté. Donc, la question politique de fond, en ce moment, c'est la question du système de santé, fondamentalement. Ensuite,
puisque on ne pose pas cette question-là, on va se tourner vers le bouc émissaire du moment qui permet de ne pas poser la question politique, le système de santé, et qui va nous permettre de canaliser notre colère. Et là, c'est là qu'on tombe sur ces influenceurs qui sont rassemblés ensemble. Mais je me redis, c'est quand même une collection de crétins. Il y a quand même quelque chose là-dedans d'effrayant dans leur bêtise revendiquée. Je confesse que j'ai pas la plus grande estime pour ce métier improbable qui est celui d'influenceur. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas eux la pandémie, quoi qu'on en dise. C'est pas eux aujourd'hui. Mais... Or là, il faut donc avoir deux registres. D'un côté, la question politique, l'hôpital public. De l'autre côté, la dimension morale analyser ce problème. Puis je note que partout ailleurs, il y a une volonté de trouver des boucs émissaires. Emmanuel Macron, il y a une polémique en France en ce moment en disant qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Et là, la France ne parle que de ça depuis 2 jours. Et là, encore une fois, on se dit évidemment, ceux qui ne se vaccinent pas causent problème en ce moment. La vaccination, elle est non seulement nécessaire, elle est impérieuse, elle va de soi. Et moi, j'ai pas de problème avec la vaccination obligatoire. Mais une fois que c'est dit, ça nous dispense pas d'une réflexion de fond sur le vrai problème, l'hôpital public. Au-delà là de ces crétins-là, effectivement, c'est des champions, mais en même temps, là, je regarde, puis ce que j'entends là-dedans, là, des jeunes qui ont fait le party, c'est les jeunes qui se disent, Christian, on a-tu le droit d'être jeune? On a-tu le droit d'avoir du fun? On a-tu le droit de faire un party? Je viens d'interviewer une jeune fille, elle a 19 ans. Elle dit, ça fait 2 ans, tout au cégep. Écoute, moi, mes années de cégep, c'était parmi mes plus belles années de ma vie. Elle est au cégep, elle a passé les 2 dernières années devant un écran, à distance. On lui a volé sa jeunesse et tout ça. Elle a des problèmes psychologiques. Elle dit qu'il y en a plein autour d'elle. Et j'avais les yeux pleins d'eau en lui parlant. C'est épouvantable quand même. Non, mais ce que tu dis est fondamental, c'est-à-dire que la jeunesse est la grande victime de cette crise. En fait, j'entends, nuançons. Les personnes âgées ont été les victimes physiques de la crise, évidemment, on l'a vu avec les CHSLD. Mais sur le plan sociologique, la catégorie qui est entravée dans son développement, qui paie le prix vraiment de ces mesures draconiennes, c'est la jeunesse qui est privée de sa jeunesse. Et ce n'est pas, quoi qu'on dise, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas oh là là, ils veulent faire la fête, ils peuvent pas faire la fête, les petits enfants gâtés. Non, c'est un moment dans la construction de l'existence, c'est un moment à traverser, qui soude des amitiés, qui forment la personnalité. Bon. Ensuite, je dirais, c'est là-dessus que le basculement, c'est qu'on est dans. Il y a une forme j'appellerais ça une petite gêne, hein, c'est la belle formule québécoise là-dessus. C'est-à-dire, vous allez faire la fête, mais revendiquer de manière presque ostentatoire, comme l'ont fait ces influenceurs, comme s'ils étaient fiers d'afficher leur mépris du sens commun et du bon sens. C'est là qu'il y avait quelque chose de choquant. Mais que la jeune génération dise, mais de manière plus intelligente, plus éclairée, que ces farceurs rassemblés qui apparemment peuvent nous vendre crème et produits de beauté et autres produits, probablement des poids et haltères et des tatous. Bon, alors, au-delà d'eux, évidemment qu'il y a une question politique et sociologique de base. C'est-à-dire la jeune génération est privée de socialisation, elle est privée de la possibilité de faire des rencontres, elle est privée de la possibilité de vivre, et c'est pas elle qui est la plus heurtée par le virus. On le sait. Je veux dire, normalement, quand elle est frappée par le virus, elle s'en remet. Je veux pas dire qu'il n'y a pas d'effet, mais globalement, elle s'en remet. Bon. À quel moment on va poser clairement la question générationnelle là-dedans? Il y a une question de lutte générationnelle dans la COVID. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je crois que nos zigotos de Cancun n'étaient pas les porte-paroles les plus éclairés et les plus les éclairants de cette jeunesse qui demande le droit de vivre et de fêter. Mais autrement dit, c'était pas les meilleurs porte-paroles de la bande. Non, mais on vit dans une sorte d'hypocrisie. Écoute, on nous dit, là, il faut que vous restiez dans votre cellule familiale. Recevez pas d'amis. Et écoute, moi, je parle à ma blonde, Sophie, là. Puis on a dit, attends une minute, là. On connaît des amis, là. Ils sont 3 fois vaccinés, triplement vaccinés. Ils viennent à la maison, ils porteraient le masque, ils s'assoiraient à l'autre bout de la table. On mange, on a du fun, on prend un petit verre de vin. Après ça, ils partent. Comment? Il y a plein de gens qui vont le faire. À un moment donné, là. Bien sûr. Christy, mais ça, c'est le puritanisme covidien en ce moment. C'est le puritanisme covidien. Donc là, tu sais, ce qui m'énerve dans tout ça, j'aime dire cette manière de dire m'énerve, c'est ce que j'appelle les fiers confinés. C'est ceux qui se font une fierté de dire « je refuse le plaisir ». Puis là, c'est la rhétorique patriotique adaptée à la COVID. On est capable de faire des efforts. Nous autres, on est eux autres, non pas pépé, mais adaptés à la COVID. Et là, nous, là, on s'interdit le plaisir, on s'interdit le bonheur, on fera rien, puis on est fiers. Là, on a envie de dire « calmez-vous, les gars ». Au moins, avouez que vous trouvez ça chiant.
Et ensuite, il y a l'autre élément, effectivement, que le commun des mortels continue de vivre. Je le dis de mon côté de l'Atlantique, où la question de la COVID existe encore aussi en ce moment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hier soir, avant-hier, j'étais au resto. Il n'y a pas de couvre-feu. Ensuite, il y a le masque dans la rue. Je pense que dans chaque société, il y a la nécessité d'avoir un geste symbolique fort pour dire qu'il faut lutter contre la COVID. Ici, c'est le masque dans la rue. Mais je dis pas qu'ils vont pas revenir à une forme de plus grand confinement, c'est pas inimaginable. Mais pour l'instant, manifestement, on voit, quand on regarde à l'extérieur des frontières québécoises, on voit qu'il y a d'autres manières d'aborder la crise en mutilant moins la vie sociale. Et moi, cette espèce de fierté à mutiler la vie sociale, cette fierté à être les plus sévères dans le confinement, cette fierté à dire, regardez à quel point on s'interdit tout. Puis ensuite, on verra bien ce que les gens font en privé. Mais cette fierté à dire on s'interdit tout, moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'un peu pathologique culturellement. Puis je ne dis pas que mépris pour le Québec. Dieu sait que j'aime le Québec. C'est un pays merveilleux. Les Québécois, c'est du bon monde. Et notre gouvernement fait ce qu'il peut. Ça, je le crois profondément. Mais il y a un moment donné, on a pris un travers dans cette crise. Et c'est cette idée que je revenais tout dans moi, l'an passé, je parlais de ça sans arrêt, j'y reviens. Le jour où on a décidé que les relations d'amitié, les relations familiales, hors papa, maman, enfant, sont des relations sociales non essentielles, on a fait une erreur d'appréciation fondamentale des besoins de l'âme humaine. Ceux qui jugent que les relations vitales de l'existence, l'amitié, l'amour, les milliers d'histoires qui se nouent dans une vie ne sont pas des relations essentielles, comprennent mal l'âme humaine. Et ça, je pense que c'est un travers de notre psychologie collective qui s'est révélé depuis 2 ans. Et toi, Mathieu, il est 4 heures en France, je pense. Il est 16 heures en France actuellement. Ce soir, tu vas aller dans un resto, probablement, mon salaud. Vraiment, oui. À quel point je suis jaloux, là. Mais c'est débile, là. On peut agir de ça. Oui. J'hésite entre 3 réactions. Mimer un visage contrit, oui, j'y vais, mais je m'excuse, je devrais pas. Dire, y aller sur le mode du oui, j'y vais, puis j'en suis heureux et je vous souhaiterais la même chose à la maison. Et le l'air, évidemment, je ferais pas ça. Ça serait bête et idiot. Mais devant l'absurdité de la situation, j'ai l'impression que seul l'humour, l'autodérision, la capacité de se moquer de soi-même et des autres nous permet de tolérer cette période insensée. Mais oui, non, tant que la vie se poursuit, on essaie d'en profiter. Ensuite, évidemment, si demain on nous dit qu'il faut tout fermer, bon, on agira en conséquence, je vais ici aussi. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il faut rappeler avec insistance, médiatiquement et politiquement cette chose, les relations sociales sont essentielles. Elles relèvent du besoin vital. Et on ne peut pas traiter le désir qu'ont les gens de se voir, surtout dans un pays où il fait quand même moins 15 et moins 20 régulièrement. On va quand même pas seulement se voir à patinoire. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité qu'ont les gens de se voir d'une manière ou de l'autre chez eux. Accueillir des gens chez soi, de manière prudente, évidemment. Mais de manière prudente, tu sais, comme en fin de semaine, je veux pas avoir 15 personnes chez nous. Mais attends une minute, là. 1 personne ou 2 personnes à l'autre bout de la table. Mais un couple d'amis, évidemment. Mais un couple d'amis, puis on fait un test rapide si on en a un avant. Ou à tout le monde, on est les 2 triplement vaccinés. Non, mais là, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va falloir faire, là? C'est pour ça que je reviens toujours à cette idée qu'on reviendra pas au monde d'avant la pandémie, là. S'il faut revenir au monde d'avant la COVID pour se redonner le droit de vivre, on vivra jamais. Et il va falloir accepter qu'une phase de transition, un peu plus risquée, mais est-ce que c'est un risque gérable? Est-ce qu'on peut être intelligent? Est-ce que quand on soupe ensemble, on s'arrange pour ne pas se cracher au visage, pour ne pas se postillonner dans la gueule? Est-ce qu'on peut faire tout ça? Est-ce qu'on peut être prudent? Tout ça, là, intégrer une part de prudence dans la vie quotidienne, mais en quoi peut-on dire aujourd'hui que les besoins d'amitié, de l'amour, des besoins de rencontre sont des besoins secondaires qu'on peut laisser de côté. La survie biologique n'est quand même pas l'horizon indépassable de l'espèce. Alors, ce soir au resto, pense à nous, pauvres Québécois. OK, s'il te plaît. Je savourerai chaque bouchée et chaque gorgée en souvenir et amitié, en me disant que par ailleurs, j'aimerais bien prendre ce souper au Québec avec les amis québécois. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut. Bye bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, aujourd'hui, il y a une journée, c'est un colloque, je ne savais pas ça, c'est un colloque sur la culture woke qui est en France. Oui, en fait, c'est aujourd'hui et c'est demain. J'avais le privilège d'y participer comme conférencier.
Alors, ce qui est important, et c'était ouvert par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui a co-signé, ne l'oublions pas, avec Jean-François Roberge, une lettre où il dénonçait justement l'idéologie woke et les assassins de la mémoire, pour reprendre sa formule. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour l'instant, la critique du wokisme prend souvent la forme d'une critique au nom du gros bon sens. Hein. Le simple bon sens nous dit que tout ça n'a pas d'allure. Et c'est une critique légitime. Mais il est nécessaire intellectuellement de mener la critique, d'organiser intellectuellement la riposte contre ça. Pourquoi? On va dire, oui, mais c'est une bataille d'intellectuels, c'est une bataille de concepts, c'est une bataille de théologiens. Il faut jamais oublier que la bataille pour les concepts, 30 ans plus tard, c'est une bataille politique très concrète. Hein. Avant qu'on en arrive à tous les débats sur la fluidité de genre aujourd'hui, il y a eu une remise en question intellectuelle du masculin et du féminin pendant longtemps à l'université et ainsi de suite. Avant qu'on en arrive aujourd'hui à la normalisation, au retour de la race dans la vie sociale, eh bien, il y a eu une légitimation intellectuelle de ce racialisme dans la vie intellectuelle pendant plusieurs années. Et là, on se retrouve devant des intellectuels qui viennent soit de la gauche républicaine ou de la droite plus conservatrice, qui s'associent pour examiner ce qu'ils appellent la déconstruction. Hein, pour eux, ils vont au-delà du wokisme, ils disent les différentes idéologies aujourd'hui à la mode, donc l'écoféminisme, le wokisme, le multiculturalisme, le racialisme, l'indigénisme, et ils cherchent à examiner, appelons ça, la structure intellectuelle de tout cela, à la déconstruire, pour justement engager une riposte intellectuelle. Donc, c'est intéressant de voir qu'en France, donc, il y a cette riposte. J'ajoute que c'est un colloque qui a suscité une vraie polémique à gauche, chez les intellectuels de la gauche plus radicale, la gauche woke, la gauche multiculti, qui s'opposaient à sa tenue. Et c'est assez drôle, c'est que dans une lettre parue dans Le Monde, il disait « Il n'y a aucune culture de l'annulation. Par ailleurs, interdiser ou annuler ce colloque. » Donc, comme quoi ces gens sont inconscients de leur propre fanatisme. Est-ce qu'il y a une division au sein de la gauche française? Est-ce qu'il y a une gauche là qui s'inquiète justement de ces dérives radicales dans son sein? Oui, absolument. C'est la gauche laïque, hein, la gauche républicaine, la gauche qui demeure, surtout en France, c'est très fort à cause parce que la gauche est toujours dans un contexte, un pays. Il y a la gauche républicaine qui s'oppose véritablement au wokisme en disant que c'est un enjeu fondamental. Emmanuel Macron fait du en même temps là-dessus. D'un côté, quelquefois, il donne des gages à cette mouvance-là, mais de l'autre, justement, il donne à Jean-Michel Blanquer la tâche de lutter contre l'idéologie woke. Et Laurent Bouvet, qui est décédé tout récemment, malheureusement, qui était un des intellectuels de cette gauche laïque républicaine, qui s'était opposé à ça avant même qu'on le nomme woke. Il avait vu cette mouvance émerger. Ce qui est particulier quelquefois avec la gauche, mais la gauche ne serait pas la gauche si elle n'était pas la gauche, c'est-à-dire elle dit oui, mais c'est un débat qui concerne la gauche, faut pas que la droite s'en mêle, si la droite s'en mêle, elle le récupère. Et là, on a envie de dire, les gars, nous, ça fait 30 ans, 35 ans qu'on critique ça. D'abord, c'était le 40 ans, même c'était le politiquement correct dans les universités américaines. Ensuite, c'était les différentes mutations du politiquement correct, la pensée unique, le multiculturalisme, et ainsi de suite. Et là, vous arrivez un peu tardivement dans cette bataille. Ce à quoi, souvent, une partie de la gauche nous répond, « Ah oui, mais c'est que vous aviez tort. Vous aviez certes raison, vous aviez raison pour de mauvaises raisons, donc vous aviez tort. Et on avait peut-être tort, mais on avait tort pour de bonnes raisons, donc on avait raison. » Et là, on a envie de leur dire, pourrions-nous simplement, au-delà du fait que vous classez à gauche et vous nous classez à droite, trouver une union sacrée? Il y a des intellectuels de gauche donc qui sont favorables à ça. Laurent Bouvet en était un, il y en a d'autres. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'en France, il y a cette volonté de tenir tête, ce qui est vu à la fois comme une manifestation de déraison, mais aussi comme une manifestation de colonialisme idéologique américain. Donc, comme quoi, c'est un moment assez intéressant. Une fois qu'on pose le diagnostic en disant, bon, la culture woke, la religion woke est très présente dans les universités, qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, à un moment donné, une idée elle naît, elle s'épanouit et après ça, elle meurt. Ce qui est arrivé avec l'idée communiste, peut-être il faut que ça aille jusqu'au bout de sa vie et après ça, ça va mourir, ça va être remplacé par autre chose. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre une idée? Le communisme est mort d'autant plus qu'on l'a combattu. Hein. C'est-à-dire, faut pas l'oublier. C'est-à-dire, il y avait de Raymond Aron, Julien Freund, on pourrait en nommer tellement qui se sont justement engagés contre le communisme parce qu'ils y voyaient justement une doctrine totalitaire absolument terrifiante. Alors, je pense que les idées mauvaises meurent d'autant plus rapidement qu'on s'y oppose. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est d'analyser, de critiquer le déploiement du wokisme, par exemple à l'université,
mais aussi dans l'entreprise privée, dans les directions de ressources humaines, mais aussi dans les médias, lorsque les catégories woke s'imposent, pour justement remettre en question le wokisme qui se présente trop souvent comme nous sommes la doctrine de défense des droits des minorités, tout ce qu'on veut c'est défendre les minorités. Non, on vous laissera pas dire quelque chose comme ça parce que c'est faux. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est critiquant cela, ça permet à la population de se rendre compte qu'on est devant un péril politique, puis ensuite que les partis politiques fassent leur travail, puis luttent contre le wokisme. Exemple, François Legault, on peut critiquer Legault sur bien des choses, l'apprécier sur d'autres, mais il a résisté depuis 1 an et demi à la théorie du racisme systémique. C'est pas un détail. Résistant à cette théorie, il a permis au Québec d'éviter de s'engager davantage qu'il n'aurait pu le faire qu'il ne l'a fait en fait dans cette espèce de nouvel horizon idéologique, dans cette nouvelle aventure idéologique qui met en péril la démocratie. Malheureusement, on est encore dans un pays qui est la capitale du wokisme. Le Canada, c'est le pays c'est l'avant-garde du wokisme et veut pas, étant donné qu'on fait partie de ce pays-là, ça déteint sur nous. Écoute, ton invité pour ton émission CNews demain, c'est qui? Je reçois François-Xavier Bellamy, qui est philosophe, bravo. Et qui est aussi député européen pour les Républicains et qui est un type formidable qui a écrit un livre sur l'héritage, ensuite donc l'héritage culturel, un autre livre sur demeure. C'est un beau titre, cette idée justement que l'homme a besoin d'une demeure pour ensuite voyager dans le monde. Il a besoin d'une maison, d'une demeure, d'un ancrage, de racines. Donc je reçois François-Xavier Bellamy, qui est un type intellectuellement tout à fait stimulant. Et là, la saison reprend. Donc on a repris la saison de Face à l'info lundi, le 3 janvier. Je reprends mon émission ce samedi. Et là, on est parti jusqu'au mois de juillet. Et écoute, Demeure, je l'ai lu, ce bouquin-là de Bellamy, c'est fantastique. Et d'ailleurs, Simone Veil, pas la politicienne, mais la philosophe Simone Veil, avait écrit justement là-dessus sur l'importance d'avoir une demeure, des racines, l'enracinement, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est un très, très beau livre de Simone Veil, et qui est par ailleurs une philosophe presque mystique à sa manière, tout à fait exceptionnelle. Donc oui, c'est François-Xavier Bellamy actualise, pourrait-on dire, certaines institutions de Simone Veil. Il pose ça dans la philosophie politique pour notre temps, et le recevoir pour commencer l'émission, je me suis dit que c'est une bonne manière de renouer avec les auditeurs. Très, très hâte d'écouter ça. Bonne émission et bon week-end, Mathieu Bock-Côté. Merci. Au grand plaisir. Bye bye. Merci. D'ailleurs, parlant de la culture woke, il faut rappeler cette histoire-là, parce que moi, je veux pas que ça soit oublié, là. La fille de Radio-Canada, la journaliste qui, après 9 ans, a claqué la porte en disant, moi, je suis de gauche. Je suis une femme de gauche, mais je ne reconnais plus ma gauche. J'ai mal à ma gauche. Et elle parle de Radio-Canada en disant que c'est un repère de woke et que ça les empêche, les journalistes, de faire un travail rigoureux. Parce qu'il faut pas qu'ils interviewent, par exemple, dans un reportage, les meilleurs experts. Faut qu'ils interviewent les experts qui ont la bonne couleur de peau. Et après un reportage, tu as une feuille à remplir en disant, oui, bon, j'ai interviewé 4 personnes pour mon reportage et il y en a 3 qui appartiennent à telle et telle communauté culturelle. Mais c'est complètement fou que maintenant, l'antiracisme est obsédé par la race. C'est complètement fou de dire que maintenant, tu dois choisir des gens à cause de la couleur de leur peau. Autant c'est niaiseux de dire, toi, je ne t'interviewerai pas dans mon reportage parce que tu es noir, qui est du racisme, c'est complètement débile. Autant l'inverse est stupide. Je ne t'interviewerai pas parce que je vais t'interviewer parce que tu es noir et toi, je le ferai pas parce que tu es blanc et j'ai atteint mon quota de blanc pour mon reportage. J'en ai déjà suffisamment, sinon je vais me faire taper sur les doigts par Radio-Canada. Et elle dit, ça a plus de sens là, parce que le journalisme ne peut pas commencer à respecter des règles aussi débiles et aussi arbitraires. Et elle dit, auprès de mes confrères, mes collègues de Radio-Canada, surtout les plus jeunes, parce que c'est un conflit de génération, on s'entend, là, la culture woke, c'est surtout chez les plus jeunes. Elle dit, je pense, moi qui est une fille de gauche depuis toujours, je pense quasiment pour quelqu'un d'extrême droite. Et là, elle a dit exactement comme la journaliste du New York Times, il y a à peu près 1 an, Barry Weiss, qui a claqué la porte en disant, moi, on m'a embauché pour aller chercher les gens pour écrire des textes d'opinion dans le New York Times. Et là, on me dit, ouais, mais pas lui parce qu'il est trop à droite, pas lui parce qu'il est trop conservateur, pas lui. Alors, attends une minute, là. Le New York Times, c'est pas un outil de propagande. Le New York Times, c'est l'information.
c'est qu'il y a de l'information de gauche, il y a des textes de gauche, des textes de droite, et nos lecteurs sont suffisamment intelligents. Là, c'est comme non, ils sont pas assez intelligents. Ça, c'est comme Arruda qui dit... On devrait pas accepter les masques N95 en milieu scolaire parce que les gens sont pas assez intelligents pour savoir comment le porter. Ben, c'est un peu ça, là. C'est un mépris là, de la part de gens comme Radio-Canada, comme le New York Times, en disant non. Écoute, les gens pourront pas juger correctement. Il faut les protéger des messages et des textes qui sont toxiques parce qu'ils ne pourront pas faire la part des choses. Non. On va seulement leur donner des textes et des reportages de gens qui pensent correctement. Ça n'a pas de sens. Alors, elle a claqué la porte et j'espère qu'il va y avoir une réflexion de fond sur Radio-Canada parce qu'avec tout l'argent qu'on leur donne, et ça augmente d'année en année quasiment, à un moment donné, il y a des redditions de comptes. On va dire, OK, on va vous financer, mais vous, quand même, vous devez respecter votre mandat. Et votre mandat, ben, c'est de montrer tout l'ensemble de la diversité du Canada, pas seulement la diversité de peau, pas seulement la diversité d'accent, la diversité d'opinion. C'est aussi un rôle de nos médias.